Aujourd'hui, toute une histoire reçoit la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Najat Vallaud-Belkacem a créé une journée pour dire non au harcèlement scolaire. C'est la première fois qu'il y a une journée nationale consacrée au harcèlement, pour que tout le monde se réveille, se dise si je suis témoin, il faut que je réagisse et prenne des dispositions pour que ça s'arrête le plus vite possible pour les petits jeunes en question. C'est aujourd'hui, et nous aussi nous avons choisi de dire non avec elle et nos invités. Marie Lopez, alias Enjoy Phoenix sur le web. Ma vie a clairement été un enfer, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, et là je pèse le mot quand je dis un enfer. Ophélie. C'était des insultes, notamment par rapport à mon poids. Et Virginie. Ils n'ont pas compris le mal qu'il lui faisait. C'est allé jusqu'en 5e où elle a fait une tentative de suicide. Je pense que quand on a été victime de harcèlement comme moi ou même de violences plus jeunes, on se dit qu'ensuite on a envie d'aider les autres. Toi tu le fais à ta manière et moi à la mienne, en essayant de dire à toutes ces jeunes filles et jeunes garçons d'en parler et d'aider tout le monde, quoi. Débile, t'es la honte de la classe. Baptiste, t'es avec nous ? Bonjour à tous. À l'occasion de la journée nationale de lutte contre le harcèlement, toute une histoire a choisi de se mobiliser en consacrant l'après-midi au harcèlement scolaire. C'est donc une émission exceptionnelle que nous vous proposons avec la présence de la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Merci Madame la ministre d'être avec nous aujourd'hui pour écouter des témoignages sans concession, vous le verrez, de nos invités et pour répondre à leurs questions. Merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. J'imagine que pour cette journée que vous avez créée, c'était important pour vous d'être là aujourd'hui. Oui, c'était très important. Merci aussi à vous de mettre en lumière ce combat qui doit mobiliser toute la société. C'est l'intérêt de créer une journée nationale. Toute la société, parce qu'on voit bien d'abord le nombre d'enfants, d'élèves qui sont concernés par le harcèlement, qui ne cesse d'ailleurs d'augmenter à mesure que le cyberharcèlement s'invite. Alors on voit les chiffres qui s'inscrivent. Un élève sur 10 serait victime de harcèlement. Absolument, laissant des séquelles graves qui vont de la démobilisation dans les études jusqu'aux effets les plus terribles, malheureusement, jusqu'au suicide, on le sait. Des effets d'ailleurs tout aussi graves pour les auteurs de harcèlement, et puis des effets graves pour les témoins de harcèlement qui n'ont pas parlé. Et donc c'est important de dire à chacun qu'il doit se sentir concerné, et aux témoins en particulier de rompre le silence et de faire en sorte de sortir leurs petits camarades de l'enfer. Alors pour cette émission spéciale, nous avons convié des lycéens scolarisés à Chelles. Ils sont ici dans le public et eux aussi ont très certainement des choses à vous dire. Samuel Mergui, merci d'être avec nous. C'est vous qui allez nous éclairer sur les traces que peut laisser le harcèlement et sur ce qui peut se passer dans la tête d'un harceleur. Marie et Ophélie, bonjour. Bonjour. Vous avez toutes les deux été victimes de harcèlement. Vous aviez quel âge au moment des faits? Moi j'avais 16 ans. Et vous? Moi j'en avais 4 ans. À vos côtés, il y a Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour. Vous êtes la maman d'une jeune adolescente qui a vécu le même cauchemar que Marie et Ophélie alors qu'elle n'était même pas au collège. Votre fille n'est pas sur le plateau. Nous avons préféré la protéger et préserver son anonymat. C'est donc votre point de vue de maman que vous allez nous faire partager cet après-midi. J'imagine que cela vous tenait à cœur d'être présente sur notre plateau. Oui, je trouvais ça important de partager en tant que maman ce qu'on vit de l'autre côté. Et surtout de parler du harcèlement parce que on ne sait pas tout ce qui se passe dans certains établissements scolaires et il faut vraiment aider les enfants à combattre ça.
Alors, on va découvrir le témoignage de Marie. On vous connaît mieux sous votre pseudonyme Enjoy Phoenix, qui est votre nom de blogueuse sur Internet. Vous êtes fait connaître en publiant des vidéos de conseils beauté. On en voit une derrière moi. Voilà. Aujourd'hui, 4 ans après votre première apparition sur le net, vous êtes suivi par plus d'1 million d'internautes. Et il y a un an, c'est un aspect très personnel de votre vie que vous avez choisi de dévoiler. On va regarder d'ailleurs le début de cette vidéo que vous avez postée il y a un an. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je vous avais promis de faire cet été et que vous avez été très nombreuses à me demander de faire sur les réseaux sociaux. Donc il s'agit, comme vous l'avez vu dans le titre de ma vidéo, sur l'harcèlement et l'intimidation au collège/lycée. J'ai mis beaucoup de temps à me mettre en tête qu'il fallait que je fasse cette vidéo et j'ai mis beaucoup de temps à la faire parce que même après 3 ans, ça reste encore assez douloureux pour moi d'en parler. De janvier 2011 et pendant toute mon année de seconde, et encore presque pendant la moitié de mon année de première, ma vie a clairement été un enfer. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, et là je pèse le mot quand je dis un enfer. Madame la ministre, un enfer, vous connaissiez cette jeune fille ? J'ai un grand plaisir à la rencontrer, je la connais par le web. Alors, c'est un témoignage que beaucoup de jeunes ont vu. Il y a eu plus de combien de vues sur Internet ? Je crois plus de 2 millions de vues sur cette vidéo, donc c'est assez énorme quand même. C'est plus que d'habitude sur les conseils de beauté ? Beaucoup plus que d'habitude, parce que mine de rien, c'est un sujet qu'on aborde très peu. Et là, de le voir abordé en vidéo, je pense que ça a attiré du monde, même des gens qui n'étaient pas forcément confrontés au harcèlement ont quand même voulu savoir, je pense, avec une petite part de voyeurisme, parce que ça intéresse toujours. Mais en tout cas, ça a attiré du monde. Alors, comment ça a démarré, cette histoire de harcèlement ? Pour vous, vous aviez quel âge ? Alors, moi, j'étais en seconde, donc j'avais 16 ans à l'époque, au lycée. Et c'est vrai que tout se passait plutôt bien, mon début d'année se passait bien. Et au bout d'un moment, il y a eu une rupture. Une rupture avec ces filles qui avaient potentiellement plus d'argent que moi, plus d'argent que mes parents, et qui le démontraient beaucoup dans leur façon de s'habiller, dans leur façon d'être. Et voilà, il y avait une rupture entre ces filles et moi. Et sûrement sans aucune raison, en tout cas j'ai jamais réussi à saisir le pourquoi du comment, elles ont décidé de me prendre comme bouc émissaire et elles m'ont fait sentir mal en fait. Donc aucune amie dans cet environnement ? Aucune amie, non, toute seule. Qui étaient ces élèves qui vous insultaient ? Vous parlez de filles, d'une bande de filles ? Oui, c'était majoritairement une bande de filles. On va dire que les filles entre elles sont quand même assez dures, mais elles embarquaient avec elles les garçons, et je pense qu'après ça a créé un mouvement qui fait que si certaines filles s'acharnent sur une, et tout un lycée se dit moi aussi je veux être cool, moi aussi je veux être comme les autres, donc je vais commencer à insulter cette fille que je ne connais pas. Alors ça se passait comment les insultes ? C'était des insultes, c'était des messages, des SMS ? C'était des insultes, je passerai, mais c'est vrai que tous les jours dans les couloirs, en cours, on me jetait des choses à l'autre bout de la classe, et puis quand je rentrais chez moi, c'était encore pire. Les textos, les réseaux sociaux, on venait sonner en bas de chez moi, on appelait mes frères et sœurs pour continuer vraiment tout le temps, quoi. Donc c'était incessant en fait. Comment vous réagissiez ? C'est vrai que moi, je me cachais un petit peu. Ce que je faisais, c'était que le matin, pour éviter de me confronter à la foule, j'arrivais 1 heure plus tôt pour pouvoir rentrer dans l'établissement avant. Et le soir, ça m'arrivait parfois de sécher les dernières heures de cours pour partir 1 heure avant tout le monde et de ne pas devoir passer à travers la foule et la jungle, quoi. Au début, vous n'avez pas cherché à leur répondre ? À vous défendre ? Au début, j'ai essayé de me défendre. J'ai surtout essayé de savoir pourquoi. Pourquoi moi et pourquoi pas une autre. Et j'avais jamais de réponse. C'était vraiment des réponses qui n'en étaient pas, quoi. Elles me répondaient par des insultes. Donc ça n'a servi à rien. Et au fur et à mesure du temps, je me suis dit, ça sert à rien de lutter. De toute façon, peu importe ce que je vais dire, elles auront toujours quelque chose à répondre. Donc si je comprends bien, la seule parade que vous avez trouvée, c'est de vous isoler, de vous cacher. C'est ça, je me cachais et puis dans ma chambre le soir, j'en parlais pas non plus, quoi. Je me suis vraiment recroquevillée sur moi-même. Pourquoi vous n'en parliez pas ? J'en parlais pas parce que je voulais pas que mes parents soient tristes pour moi. Je voulais pas les mettre dans l'embarras. J'avais honte, ouais. J'avais honte parce que je comprenais pas pourquoi j'étais un problème. Je me demandais s'il y avait un problème avec moi et je voulais pas faire vivre ça à mes parents. Donc du coup, j'ai vraiment décidé de pas leur en parler et ça a duré très longtemps. Ophélie, vous comprenez ces stratagèmes et ce besoin de se cacher, ça vous est arrivé aussi ? Oui, parce que forcément, quand on est victime de violences à répétition tous les jours, on essaye de se protéger.
Et du coup, moi, j'avais trouvé comme moyen d'éviter mes agresseurs de me rapprocher le plus possible de la salle des profs, là où il ne m'arrivait rien. Qu'est-ce que vous subissiez comme moquerie, comme insulte? Moi, c'était des insultes, notamment par rapport à mon poids, parce que j'étais un peu boulotte, un peu plus que maintenant, quand j'étais en 3e. Et donc j'avais le droit à des insultes oui, essentiellement relatives à mon poids. Donc grosse vache, aussi par rapport à mon rire, parce que apparemment j'ai un rire particulier. Qu'est-ce qu'il a, votre rire? Apparemment il ressemble au bruit de l'otarie, donc voilà. C'est pas un compliment, quoi. Donc voilà, ça a fait aussi que je me suis renfermée sur moi, parce que quand on vous empêche de rire en vous insultant par rapport au rire, justement, voilà, ça nous atteint dans la liberté d'expression. Et c'était des insultes quotidiennes, permanentes? Quotidiennes, toute la journée, plusieurs fois par jour. Et ça s'est pas arrêté aux insultes. Parce que j'ai le droit à des coups. Quel genre de coups? Des coups de poing dans les épaules, dans les bras. Vous répondiez à tout ça? Si je répondais, c'était pire. C'était pire parce que j'ai un exemple en tête d'une fois où, de manière involontaire, j'ai une jambe qui est partie et j'ai donné un coup de pied à celui qui me frappait. Et il a très très mal réagi. Il m'a dit ce soir, tu as intérêt de partir vite, sinon je te frappe. Et qui vous agressait? Qui vous insultait? C'était particulier? C'était une bande de filles et de garçons? C'était les insultes, c'était un peu toute la classe, parce que, même, je dirais même ceux qui ne me connaissaient pas, voilà, il y avait pas mal de gens qui ne me connaissaient pas qui m'insultaient. C'était la répétition d'autres élèves de ma classe. Par contre, les coups, c'était toujours les 3 mêmes. Et, des garçons? Des garçons. Des bons élèves ou des cancres? Le meneur du groupe, c'était un bon élève. Un bon élève. Et les 2 autres, c'était plus des petits caniches qui suivaient, quoi. Vous en avez parlé? Pas tout de suite, des années après. Vous aussi, vous ressentiez la même chose que Marie? Vous aviez honte? Vous n'en auriez pas parlé à vos parents? Disons qu'il y avait une atmosphère particulière à cette époque-là, vu que mes parents divorçaient. C'était tendu entre mes parents, donc je me suis dit, voilà, je veux pas que ce soit plus tendu à la maison, et encore moins à cause de moi. Et donc j'en ai pas parlé sur le moment. Virginie, vous étiez au courant? Votre fille vous parlait de ce qu'elle subissait? Très peu. Au début, très très peu. J'étais loin de m'imaginer l'immensité de son calvaire, tout ce qu'elle subissait. Je pense pour me protéger aussi, quelque part, parce que pareil, on avait vécu une séparation, un divorce très compliqué. C'était une personnalité solitaire aussi? Pas spécialement, non. Par contre, c'est une petite fille très sensible, très réceptive, et qu'il est très facile finalement de déstabiliser. Ce chiffre est terrible, Madame la Ministre. 22% des enfants harcelés n'en parlent à personne. Oui, mais il est juste, malheureusement, d'après nos informations. C'est pour cela qu'en cette journée nationale de lutte contre le harcèlement, le petit clip que l'on a voulu fabriquer, notamment à destination des plus jeunes, des 8-11 ans, se termine par le harcèlement. Si on n'en parle pas, ça ne s'arrête jamais. Donc c'est l'occasion de redire cela à tous les jeunes qui nous écoutent. Parlez-en, ça ira toujours mieux après en avoir parlé que quand on n'en parle pas. Alors, je comprends ce qui peut conduire un enfant à ne pas en parler. Eh bien, bien sûr, je comprends ce qui peut conduire. Typiquement, le témoignage d'Ophélie était très intéressant. Vous ne vouliez pas rajouter des ennuis à vos parents. Mais quand on dit en parler, c'est pas forcément en famille. Tant mieux si on peut le faire en famille, mais c'est aux adultes qui nous entourent. Et là, à l'école, vous avez le lieu par excellence normalement. Alors, vous allez me dire que tous les enseignants ne sont pas formés, n'ont pas forcément les bonnes réactions, mais c'est précisément pour cela que nous lançons cette campagne et que nous les formons pour améliorer les choses. Et les adultes au sein de l'établissement scolaire, que ce soit les enseignants, les infirmiers scolaires, les assistantes sociales ou les chefs d'établissement, sont là pour vous écouter dans ce genre de situation. C'est à notre charge de faire en sorte qu'ils sachent comment réagir une fois que vous venez leur livrer cette information. Et c'est le sujet sur lequel nous avons beaucoup travaillé ces derniers mois pour construire ce qu'on appelle des protocoles d'action pour les chefs d'établissement et les personnels de l'éducation nationale,
pour qu'ils sachent, par exemple, qu'il ne faut pas faire ce que certains faisaient par le passé et qui était contre-productif, c'est-à-dire convoquer dans son bureau l'agressé et l'agresseur, le harceleur et le harcelé ensemble pour leur dire « alors comme ça, il y a un problème entre vous ». C'est vraiment pas rendre service au harcelé que de faire ça, parce que du coup, aussitôt sorti du bureau, le harceleur reprend son petit jeu et ça s'empire. Donc ce protocole, il est destiné à expliquer ça. Droit à ce genre de situation où j'ai osé en parler. Et c'est vrai qu'on a convoqué donc, les 3 petites mamines qui s'amusaient à me faire ça et moi dans le bureau. Et ce qui s'est passé, c'était effectivement ma parole contre la leur. Elles étaient 3, j'étais toute seule. Ça a arrangé la proviseure de les croire elle plutôt que moi. Et de se dire, ah bon, elle fait l'harceler pour se rendre un petit peu peut-être intéressante, je sais pas. En tout cas, je suis sortie de là et ça m'a pas beaucoup aidée, c'est sûr. Ouais. On parlait tout à l'heure des profils de ces personnalités un peu solitaires, hypersensibles. Il y a quand même des points communs. Est-ce qu'il y a des profils types de jeunes harcelés? De jeunes harcelés, en fait, effectivement, il faut qu'il y ait une situation de faiblesse pour que le harcèlement puisse fonctionner. Quelqu'un qui va avoir les moyens de se défendre, finalement, il va mettre en échec la tentative de harcèlement et donc la tentative d'isoler ou d'exclure. Mais en fait, c'est surtout une différence. En fait, pas forcément un handicap, c'est une différence. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les violences collectives, c'est toujours, la plupart du temps, c'est une stratégie de clôture de l'identité groupale, de l'identité collective. Donc on va pointer une personne, on va pointer une différence, pas forcément un défaut, ça peut être un défaut. C'est ce qu'elles ont exprimé, hein. Voilà. Un côté garçon manqué, un côté, une maturité peut-être, une volonté de pas trop se mélanger au jeu des copains. Voilà, quelque chose qui va permettre de créer une identité collective avec cette idée. En fait, ce qui est en jeu, c'est le sentiment d'appartenance, avec cette idée de pour appartenir, je vais exclure ou isoler. Et puis, il y a ce côté, c'est elle ou moi, parce que je pourrais être moi-même une victime, et en rejoignant le groupe des harceleurs, ça me met à l'abri. Mais pour ça, il faut que je harcèle moi-même pour avoir ma légitimité dans ce groupe social et pour faire partie de cette culture. Et comment vous expliquez que ces adolescents gardent leur souffrance pour eux et n'aient pas envie d'en parler? Et oui, c'est très difficile en fait, parce que à l'adolescence, souvent, on va prendre des distances avec le fonctionnement familial, les valeurs familiales, et on va essayer d'exister socialement ailleurs, en dehors du cadre familial. Et donc, s'adresser aux parents, s'adresser aux adultes en général, ça revient à leur dire qu'on est encore un enfant, qu'on a échoué dans notre tentative d'exister socialement. Ça revient à dire qu'on est nul, qu'on ne sait pas se débrouiller tout seul. En tout cas, dans l'imaginaire d'un ado, c'est ça. Et donc, ça peut encore plus valider cette image négative qu'on a de soi à ce moment-là. En fait, c'est l'inverse. Finalement, pour faire appel à des adultes dans ce type de situation, c'est déjà faire preuve d'une grande maturité. Mais on a l'impression, en fait, de régresser, de redevenir un enfant qui ne sait pas faire. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Moi, je suis d'accord à 100%. C'est vrai que, en ce sens-là, moi, j'ai pour projet depuis quelque temps de créer en fait comme une campagne de sensibilisation dans les lycées et dans les collèges, au vu de mon âge, parce que je n'ai que 20 ans. Le harcèlement n'est pas si loin pour moi. Et je sais que ma parole sera toujours peut-être un petit peu plus impactante, en tout cas je l'espère, que des personnes adultes, en tout cas dans les lycées, parce que justement je suis plus proche en âge que les personnes harcelées et je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça. Et mon but, c'est vraiment réussir à faire parler toutes ces personnes et qu'elles se confient à moi plutôt qu'à un adulte, justement pour éviter cette mise en situation de l'échec et de se dire, bon, au lieu de parler à un adulte, je parle à une semi-adulte qui n'est pas si loin que moi. Et c'est un projet en tout cas que j'essaye de mettre en place. Madame le ministre, j'imagine que ce genre d'initiative ne va qu'abonder dans votre sens. Ah oui, je ne peux que vous inciter à le faire. D'abord, vous pourriez le faire, par exemple, en vous inscrivant dans notre réserve citoyenne. C'est quoi la réserve citoyenne en 2 mots? C'est un dispositif qu'on a mis en place au lendemain des attentats de Charlie Hebdo en janvier dernier, quand on a vu qu'il y avait énormément de Français qui nous ont écrit au ministère de l'Éducation nationale en nous disant « mais visiblement l'école, les enseignants ont du mal à transmettre les valeurs de la République, à parler d'engagement, à parler d'un certain nombre de sujets délicats aux élèves. Moi, parce que j'ai tel parcours, telle cause qui me tient à cœur, tel engagement, je suis bénévole et volontaire pour venir dans les écoles aider. » Et donc, on a créé cette réserve citoyenne qui est forte aujourd'hui de plus de 5000 citoyens qui vont pouvoir se déployer en cette rentrée dans les établissements scolaires. Et dans cette réserve, il y a une partie qui est précisément liée aux questions de harcèlement. Parce qu'on s'est dit, c'est un sujet typiquement sur lequel des personnes extérieures peuvent venir peut-être plus facilement encore
témoigner, surtout quand elles sont parents, par exemple, d'élèves pour qui ça s'est très mal passé. Et ça aura beaucoup d'impact sur les élèves. Donc vous pourriez vous inscrire dans cette réserve citoyenne, on vous accueille avec plaisir. Puis le deuxième mot que je voulais vous dire, c'est que c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que les pairs, PAIRS, pour parler aux jeunes. Et c'est pourquoi on forme, j'ai décidé qu'on généralisait ça cette année, dans toutes les académies, on forme des lycéens à être des ambassadeurs de la lutte contre le harcèlement pour qu'ils puissent ensuite aller dans leur lycée, dans les collèges, dans les écoles primaires pour en parler aux élèves. Et ça marche très bien là où ça a été expérimenté. On verra tout à l'heure, on en a dans le public. Vous parliez des parents, de l'importance du témoignage des parents. Virginie est avec nous pendant des années, donc vous n'avez rien su du harcèlement subi par votre fille. À quel moment a-t-elle commencé à vous en parler? C'était en fin de primaire, où là, elle a vraiment commencé à perdre pied parce qu'elle a été totalement isolée. Donc elle, ça s'est passé dans ses très jeunes années? Elle, ça a commencé en CE1. Ouais. Et alors, on l'attaquait sur quel sujet? Son physique. Ça a été, c'était vraiment le sujet qui la faisait réagir, la touchait le plus. Et elle était systématiquement attaquée sur son physique. Comment vous en a-t-elle parlé? C'est-à-dire qu'elle m'en a parlé parce qu'elle ne voyait plus d'autres solutions. Sa meilleure amie s'est retournée contre elle, a commencé à l'insulter. Ça a été un peu l'effet de groupe, c'est-à-dire que les garçons ont suivi, ont commencé aussi à l'insulter. Et il y a eu un moment où elle a été dépassée, elle ne comprenait plus ce qui se passait, pourquoi les gens se comportaient comme ça avec elle. Et un jour, elle est rentrée totalement effondrée à la maison et elle m'a dit « Je t'en supplie, appelle la maman de mon amie, demande-lui ce que j'ai fait, je ne comprends pas. Pourquoi elle est comme ça avec moi, je ne comprends pas. » On lui reprochait quoi sur son physique? C'est-à-dire que quand elle était plus jeune, elle était traitée de sac d'os, c'était parce qu'elle était toute maigrichonne, toute menue. Après, c'est une jeune fille qui a été formée très tôt, elle a commencé à avoir de la poitrine en CM1, et ça a attisé au fur et à mesure des jalousies, le regard différent des garçons. Encore une fois, une différence. Et la jalousie des filles, ouais. Forcément, notamment de sa meilleure amie à l'époque. Mais c'est quelque chose qu'elle n'a pas du tout perçu parce qu'elle ne comprenait pas du tout, elle n'a pas changé de comportement, elle ne comprenait pas du tout cette rage et cet acharnement qui est devenu collectif en fait. Donc qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez dû être affolée quand elle vous a raconté tout ça? Oui, je suis tombée de haut, forcément. Donc le lendemain, je me suis déplacée à l'école, j'ai été interpellée sa maîtresse. Dans le doute, je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que vous avez un problème de comportement avec mon enfant? Si c'est le cas, pourquoi vous ne m'avez pas prévenu? Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, écoutez, pas du tout. Je ne suis pas au courant, on n'a pas de problème. Donc sa copine l'accusait de la frapper gratuitement, des trucs hallucinants quoi, qui ne lui ressemblaient pas du tout. Elle a confronté les petites, donc l'autre a nié forcément en disant que c'était pas vrai, jamais de la vie, elle n'avait jamais fait ça. Ça a continué, c'était de pire en pire, je la déposais en larmes, une boule au ventre, c'était très très compliqué. J'ai contacté le directeur à plusieurs reprises, qui n'a rien fait. Et jusqu'à ce que je le menace, en fait. Il y a eu un jour où je suis quand même choquée que personne ne réagisse. J'imagine vous aussi, Madame la Ministre. Comment expliquer que le corps enseignant, que le directeur de l'école n'essaie pas d'enquêter quand même, de voir ce qui se passe? Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'école, au fond, c'est le reflet de la société. Et y compris les adultes qui travaillent à l'école sont le reflet de la société. Soyons honnêtes, pendant très longtemps, c'est quand même nouveau qu'on ait une campagne comme ça sur le harcèlement. Pendant très longtemps, la société a minimisé ce qu'était le harcèlement. Il y a même un temps où on disait ça fait partie du parcours initiatique des élèves, c'est arrivé à tout le monde. Il faut simplement comprendre que pendant longtemps, y compris ces dernières années, et de ce point de vue, la France a pris un vrai retard, eh bien, globalement, on n'avait pas pris à sa juste mesure cette question du harcèlement, et y compris les enseignants, et que ce qui est en train de changer aujourd'hui, c'est qu'on le prend vraiment en compte, au sérieux, avec une formation. Je vous en donne un exemple, parce que tout ça, c'est nouveau. Hein. Ça fait depuis 2013, en gros, qu'on s'est vraiment saisi de cet enjeu du harcèlement. Donc 2013, c'était il y a 2 ans. Les chiffres ont progressé au point qu'on en prenne conscience? Non, c'est pas ça. Le harcèlement a toujours existé. Regardez, je sais pas moi, dans La guerre des boutons, par exemple, vous voyez des illustrations de harcèlement contre les enfants qui sont évidentes. Ça a toujours existé. Mais depuis le début des années 2000, on a enfin de la recherche et des enquêtes approfondies qui nous montrent les effets psychologiques du harcèlement sur les enfants. Je le disais tout à l'heure, aussi bien d'ailleurs les victimes que les autres.
Et on se rend compte à quel point c'est terrible, c'est délétère. Je veux dire, le nombre d'enfants qui vont, ne parlons même pas de suicide, quelle horreur, mais qui vont finir par décrocher de leur scolarité, par perdre toute confiance en eux-mêmes, par s'isoler, etc. Le nombre aussi de harceleurs, d'auteurs, donc, qui vont finir par tomber dans la délinquance, parce que ce sont ces effets-là aussi qui se produisent. Les enquêtes nous ont renseigné dessus depuis le début des années 2000. Et donc, depuis 2013, il y a un vrai plan d'action qui est en cours. Depuis 2013, en gros, on a formé 70 000 enseignants professionnels de l'éducation nationale sur ces questions. Alors, vous me direz, on a 1 million de personnels dans l'éducation nationale. Moi, cette année, je veux aller plus loin. C'est pour ça que, dans un an précisément, je veux qu'il soit 300 000 à avoir été formés. Il faudra continuer à le faire. Et c'est en les formant qu'on leur apprendra à détecter, à comprendre la spécificité du harcèlement. Tout à l'heure, vous en donniez une définition, mais tout le monde ne sait pas ce que c'est que le harcèlement. Il faut dire que le harcèlement, c'est des actes répétés, que c'est comme ça que ça se caractérise, qu'il y a un rapport de force entre quelqu'un qui est en situation de faiblesse et quelqu'un qui est en situation de force, et surtout des témoins, que c'est ça du harcèlement à l'école. C'est cette triangulation qui fait que non seulement la victime se sent complètement réduite à néant, mais qu'en plus, elle se demande si c'est pas de sa faute, puisque tout le monde rigole autour d'elle. Après tout, ils ont peut-être raison s'ils sont si nombreux à être contre elle. Donc tout ça, ça doit être expliqué aussi aux enseignants, d'ailleurs aux parents aussi, parce que beaucoup de parents ne détectent pas non plus les signaux. Et c'est en comprenant qu'ensuite on agit. Alors vous avez dû quand même aller loin, puisque vous avez dû menacer le directeur. Moi, j'ai dû me battre, en fait. J'ai fini par le menacer. Menacer de quoi ? De porter plainte, tout simplement. Je lui ai dit, si vous n'intervenez pas, que vous n'aidez pas ma fille, je porterai plainte pour non-assistance à personne en danger. Comment a-t-il réagi aux menaces ? Il est intervenu, il m'a dit non, surtout pas, n'en arrivez pas là. Donc il a été voir la petite en lui demandant d'arrêter. Mais enfin, c'était trop tard, en fait, parce que le mal était fait. Elle avait été insultée pendant des mois, isolée pendant des mois. Donc même s'il va la voir pour lui demander d'arrêter, elle était toute seule, elle pleurait tous les jours. Elle rentrait tous les soirs en larmes en attendant qu'une chose, le collège, en fait. Pouvoir changer, respirer, connaître d'autres personnes. Et ça a été pire. Et pourquoi ça a été pire au collège, pardon ? Ça a continué après. Parce que c'était les mêmes élèves ? Entre autres. Et ils se sont montés les uns avec les autres et son calvaire a décuplé, en fait. Décuplé parce qu'il n'y a pas eu d'intervention non plus au collège, en fait. Ça s'est traduit en 6e par un élève qui s'est baladé avec son smartphone partout dans la cour avec une jeune femme les seins nus en criant à qui voulait l'entendre que c'était ma fille. C'est à ce moment-là qu'elle s'est tournée vers les CPE. Et en fait, rien n'a été fait. Alors, le garçon a été convoqué, les parents ont été prévenus, mais il n'y a eu aucune sanction. Même pas un avertissement, rien. Et puis voilà, c'est passé comme ça, et ça a continué, forcément. Parce que les auteurs n'étaient pas punis, ils n'ont pas compris le mal qu'ils lui faisaient, et que petit à petit, en fait, au fur et à mesure des mois, ils la détruisaient. Psychologiquement, elle perdait pied. Donc ça s'est traduit comment ? C'est allé jusqu'où, en fait ? C'est allé jusqu'en 5e où elle a fait une tentative de suicide. Donc là, j'ai vraiment compris que ça allait plus, quoi. Donc je l'ai emmenée voir un pédopsychiatre tout de suite, qui m'a dit, vous avez 2 options. Soit vous faites intervenir les adultes de son collège, soit vous la changez de collège. Donc faire intervenir les adultes, on avait essayé, ça n'a pas marché. Donc elle a voulu changer de collège. Mais ça n'a pas été facile parce que finalement c'était elle la victime et c'est elle qui a pris la fuite, en fait. Ça a été vraiment une fuite. On a fui tous ces gamins qui la détruisaient petit à petit, on est parti en courant, il n'y a pas d'autre mot. Et ça a été très compliqué parce qu'elle n'a pas eu son statut de victime, donc elle n'est jamais passée réellement à autre chose, quoi. Malgré ce changement d'établissement, elle y arrivait pas. Elle avait été hospitalisée. Ça, c'est après la tentative de suicide. Je l'ai changée d'établissement. J'ai rencontré la directrice de son ancien établissement qui m'a interpellée en me disant « Vous ne pouvez pas fuir comme ça ». D'un coup, elle a été très, très investie. « Il faut aller porter plainte. Allez porter plainte, il faut porter plainte. » Donc, je lui dis « Porter plainte contre qui ?» Elle me dit « Contre les élèves. Vous emmenez votre fille, vous allez porter plainte contre les élèves et vous me faites un mail en me disant tout ce qu'elle a subi avec le nom des enfants. » Donc on est allé au commissariat avec ma fille, on a voulu porter plainte et là on nous a expliqué que si on portait plainte, on ne pouvait pas porter plainte pour harcèlement.
Ça serait une plainte pour violence psychologique, ce qui entraînerait, c'est ce qu'on nous a expliqué, la présentation des enfants devant le juge. Et là, ma fille s'est braquée. Elle a dit, moi, il en est hors de question, je veux qu'il soit puni dans l'établissement, qu'on reconnaisse ce que j'ai subi, mais je ne veux pas en arriver là. Moi, je demande simplement qu'il y ait quelque chose de fait, en fait, par rapport à ça. On n'est pas allé plus loin. J'ai fait le mail à la directrice, et du jour où je lui ai envoyé le mail pour lui dire qu'on ne porterait pas plainte, donc d'intervenir auprès des enfants, j'ai plus jamais eu de nouvelles. C'était en quelle année, ça? Elle était en 5e, bah, c'était en 2014. C'est l'année dernière. Et on nous a totalement, enfin j'exagère pas quand je vous dis qu'on nous a totalement abandonnés. Non, je vous demande en quelle année c'était, parce qu'en août 2014, donc je pense que c'était un peu de temps après ce qui s'est passé, on a modifié la loi, je le sais parce que c'est une loi que je portais à l'époque en ma qualité de ministre des droits des femmes. Et donc dans la loi, on a inscrit le délit de harcèlement. Donc désormais, le délit de harcèlement, qui est d'ailleurs y compris puni par la loi, hein, c'est un an d'emprisonnement. Un an d'emprisonnement quand c'est commis par un majeur. Vous savez que quand on est mineur, c'est toujours la moitié, mais enfin quand même, c'est des peines très sévères, 15 000 € d'amende. Donc le délit de harcèlement qui jusqu'à présent n'existait que soit au travail, c'est le fameux harcèlement moral au travail, soit entre couples, désormais il peut exister dans toutes les situations, dans la rue, à l'école, et donc il peut être utilisé. Les parents ne le savent pas assez, mais moi je ne peux que vous inciter, comme l'a fait la directrice en l'occurrence, à déposer plainte. Hein. Il ne faut pas hésiter à le faire, je sais que c'est très désagréable, mais je pense que c'est une façon aussi de dire que ça n'est pas acceptable et puis d'être reconnu dans sa souffrance, bien sûr. Mais honnêtement, votre témoignage est assez terrible parce que j'attendais la fin de l'histoire pour voir, mais c'est la pire des fins d'histoire qu'il puisse y avoir. Enfin, il peut y en avoir d'autres, malheureusement, ça aurait pu se terminer encore plus mal. Mais le fait que votre fille soit obligée de changer d'établissement scolaire, mais c'est ce que je ne veux plus jamais. Je ne veux pas de cela. C'est ce qui arrive souvent. Oui, malheureusement, parce que les parents sont épuisés et que voilà, et qu'ils pensent à l'intérêt de leur enfant avant tout. Mais si on veut, encore une fois, faire en sorte que ça ne se reproduise pas, parce que là, finalement, elle est obligée de fuir, c'est comme ça qu'elle le vit, elle a l'impression de ne pas avoir été accompagnée du tout. Son harceleur, personne ne lui fera la leçon, il ne comprendra même pas le mal qu'il a fait. Et encore une fois, le reste de sa classe, je ne suis même pas sûre qu'il se rende compte de la gravité des choses. Donc, il ne faut plus que ça se reproduise, ce genre de choses. Et j'ai adressé un courrier à tous les enseignants de France à l'occasion de cette journée nationale, aussi pour rappeler ce type de règle simple, qui est qu'une victime, ça se protège. Ça ne s'éloigne pas. Enfin, il ne faut pas se tromper. Sur les séquelles qu'on peut garder en ayant été victime, justement Alors oui, il y a des séquelles. Juste une petite réaction par rapport à ce qui vient d'être dit. Alors, moi, je ne le vois pas forcément comme une fuite, comme un évitement, mais plus comme une mise en sécurité, en fait. Finalement, changer d'établissement, d'un point de vue psychologique, hein, c'est aussi l'opportunité de faire peau neuve et de ne pas se trimballer toutes les casseroles qu'on a dû subir pendant des années. Et donc, ça permet de redémarrer avec une nouvelle image. En tout cas, c'est une opportunité de redémarrer avec une image qui ne va pas être polluée par tout ce qui a été véhiculé avant. Donc, bon, je ne suis pas sûr que ce soit forcément toujours une mauvaise solution que de changer d'établissement. Mais c'est peut-être pas une mauvaise solution concrètement, mais c'est quand même dommage que ce soit le harcelé qui soit obligé de prendre la fuite. Bien sûr, mais ce qui est très compliqué, c'est que là encore, si on alerte les autorités pédagogiques, on va dire, il y a quelque chose de l'ordre de on a trahi la loi du milieu, c'est-à-dire qu'entre ados, ça doit se régler entre nous, et donc d'où la peur des représailles, parce que déjà qu'on est isolé, là on va avoir l'impression d'être encore plus isolé parce qu'on aura trahi les codes, on se sera adressé aux autorités. Bref, donc c'est pas évident, je ne crois pas qu'il y ait de recette miracle en fait. Et sur les séquelles qu'on peut garder à long terme. Ouais. Parce que, effectivement, le problème, c'est que si ça dure trop longtemps, les séquelles immédiates vont peut-être se propager à l'âge adulte. C'est-à-dire, on pourra développer une phobie scolaire qui va devenir une phobie sociale, et puis la méfiance qu'on va engranger, c'est-à-dire cette difficulté à nouer des liens relationnels avec les autres jeunes et à maintenir des relations proches, bah, peut-être après va parasiter les relations adultes et atteindre les sphères professionnelles et affectives. Donc il y a des risques de conséquences à très long terme, plus bien sûr des risques de conduite suicidaire, de dépression, de tempérament abandonnique, enfin il y a de nombreuses conséquences qui peuvent être assez dramatiques. Marie, comment vous réagissez à ça? C'est des choses qui vous rappellent de mauvais souvenirs peut-être? Bah, forcément, ça fait pas très plaisir d'entendre tout ça. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu le réflexe de
de craquer un jour devant mes parents et de leur parler. Et j'ai de la chance, j'ai des parents qui ont été d'une oreille incroyable et qui m'ont soutenue. Et ils m'ont fait comprendre que le problème ne venait pas de moi, mais venait des autres. Et au moment où j'ai compris, où il y a eu ce déclic, où je me suis dit, c'est pas moi le problème, c'est eux, ça allait mieux. Ça a commencé à passer. Alors Virginie doit se dire, mais moi j'étais une maman très attentive et j'ai tout fait pour trouver les bons arguments. J'ai cru, j'étais contente parce qu'on discutait, je me disais j'ai réussi, j'ai un dialogue avec elle, elle me parle. J'ai jamais imaginé qu'elle en arriverait là. Dans le collège, un mois avant, il y a eu une jeune fille qui s'est suicidée, qui s'en est pas sortie. Ma fille m'en a parlé, mais j'ai jamais imaginé qu'elle serait capable de faire la même chose en fait. Non. Parce qu'en plus, elle avait changé de collège. Donc, je m'étais dit, bon, ça y est, ça va mieux, on va se construire, on va se projeter. C'est positif, ça se passait bien. Elle est arrivée dans un super collège, pour le coup, qui vraiment prenait ces choses-là très, très au sérieux. Donc, ça a changé sa vie. Mais non, c'était, enfin, voilà, elle était détruite. Donc, elle n'a pas réussi à remonter la pente comme je l'espérais. On parlait des séquelles. Marie et Ophélie, vous avez l'impression d'avoir gardé des séquelles de toute cette période-là, que ça se traduit dans votre personnalité aujourd'hui? En ce qui me concerne, j'ai été pendant quelques années après le harcèlement, donc maintenant ça commence à s'améliorer un petit peu. Enfin, j'essaye de me créer un réseau d'amis sur qui je peux vraiment compter, mais des amis vraiment très proches. Vous avez été très méfiante. Oui, j'ai été très méfiante au départ. Même quelqu'un qui en apparence pouvait être juste sympathique avec moi, je prenais ça comme quelque chose de, comme un coup monté. Je me suis dit, lui aussi il me veut du mal et qu'est-ce qui se cache derrière cette personne? Je me suis dit, voilà, il y a forcément quelque chose derrière, quoi. Moi, je sais que c'était il y a 4 ans, mais même encore aujourd'hui, je n'ai, faut le dire, hein, je n'ai pas de vraies amies. Je dois en avoir une et c'est bien assez, mais j'ai un petit problème avec moi-même et je le dis pas très souvent, mais j'ai absolument pas confiance en moi, pas du tout. Malgré vos 1,5 million de fans. Les gens se méprennent souvent, mais c'est pas parce que aujourd'hui j'ai du monde qui vient me voir et qui me dit je t'aime toute la journée et que je me sens pour autant mieux dans mon corps et dans ma peau. Je pense que de toute façon ça n'exclura jamais tout ce que j'ai vécu malheureusement, mais je suis encore aujourd'hui une fille très solitaire et je ne fais confiance à absolument personne. Je ne souhaite pas me faire des amis parce que j'ai eu trop mal et je veux plus m'en faire en tout cas. Vous êtes suivie psychologiquement? Vous êtes aidée? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, Samuel? Comment retrouver l'envie de s'ouvrir aux autres? Là, on le voit, elle a trouvé une manière de s'exposer, comme souvent les gens qui sont dans la lumière, ils manquent parfois de confiance en eux, quand ils font de la télé ou du cinéma, par exemple. Donc, ou de la politique. Ou de la politique. Donc, vous avez trouvé un moyen de vous exprimer, mais peut-être pas dans la vraie vie. Mais disons que je sais que c'est aussi du court terme. Ouais. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est comme ça, je sais pas combien de temps je vais continuer à faire ça, et puis le jour où ça va s'arrêter, je sais que derrière, j'aurai pas tout le soutien que j'ai actuellement et il y aura bien un jour où tout ça va retomber et moi, je serai toute seule. Donc, il faut déjà que je rentre dans quelque chose de plus sérieux, mais c'est vrai que pour l'instant, je mets un peu ça de côté. Mais effectivement, moi, j'aimerais bien donner une recette magique qui permette de se reconstruire. Non, malheureusement, j'ai pas de recette magique. Quand on a subi des violences aussi fortes, effectivement, il y a des dégâts, il y a des séquelles. On peut manquer de confiance en soi, même s'il y a 1,5 million de personnes qui vous disent qu'ils vous aiment. Il y a cette blessure qui est quand même encore présente. Donc, bien sûr, si vous allez voir un thérapeute, ça va vous aider à vous réparer. Certainement que les messages d'encouragement que vous recevez vous aident aussi, mais on voit que c'est même pas suffisant. Donc, on voit justement les séquelles du harcèlement. Tout à l'heure, Marie, vous avez dit quelque chose de très important et j'espère que nous avons du jeune public ou des parents, en tout cas de jeunes publics, qui nous écoutent et qui sont concernés. Il faut qu'ils comprennent quelque chose. Marie disait, j'ai fini par comprendre que c'était pas de ma faute, c'était de leur faute à eux. Et je trouve que dans le plateau que vous avez constitué, je ne sais pas si vous l'avez fait exprès, mais c'est formidable parce que finalement, dans vos différentes histoires, on se rend compte qu'on vous a, à chacune, ou à votre fille, reproché des choses exactement contraires. À vous d'être trop forte, à votre fille d'être trop maigre,
à vous d'être trop garçon manqué, à votre fille d'être, parce qu'elle était en avance sur son âge, trop jeune fille. Et donc, ce que ça démontre, ça, c'est que c'est jamais de la faute du harcelé. Et je le dis au jeune public qui peut nous écouter, arrêtez de vous mettre ça dans la tête. Parce que c'est ça aussi qui peut conduire au silence et à ne pas en parler autour de soi, c'est qu'on se sent légèrement coupable de quelque chose. N'être coupable de rien, c'est les harceleurs qui ont un problème et pas le contraire. C'est ce renversement des choses qu'il faut absolument rompre à l'occasion de cette journée. Et il crée notre différence, quoi. Il crée notre différence. Oui, exactement. Il crée votre différence. Oui, en fait, je poursuis votre idée, mais effectivement, en le reformulant autrement, c'est qu'effectivement, à un moment donné, malheureusement, certaines victimes vont partager en partie le système de valeurs des agresseurs. C'est là où ça devient compliqué parce que vous allez partager ce mythe que j'ai commis une faute, j'ai fait une erreur sociale qui fait que ça a entraîné ces sanctions-là. Mais en fait, il y a ce qu'on appelle dans les relations humaines le principe de proportionnalité. Et si jamais il n'est pas respecté, ça montre certainement en fait que cette soi-disant erreur, ça a été un moyen, ça a été une accroche pour pouvoir se servir. En fait, pour le dire autrement et plus simplement, il y a un jeu psychologique qu'on appelle « je te tiens salaud ». Et en fait, quand quelqu'un fait une erreur et qu'on va s'en servir pour décharger toute son agressivité de manière disproportionnée, c'est probablement qu'on a été victime d'un « je te tiens salaud ». Et donc, effectivement, l'erreur n'a plus de sens. Je te tiens salaud. Je te tiens salaud. C'est un jeu psychologique qui est très connu, répandu en analyse transactionnelle et qui consiste justement à se servir d'une petite erreur pour réagir de manière particulièrement violente et excessive. Alors, ça fait réagir nos lycéens. On a une quinzaine d'élèves de seconde et de terminale avec nous ce matin. Vous venez du lycée professionnel Louis Lumière de Chelles. Je ne sais pas pourquoi j'ai senti que vous étiez le porte-parole de ce groupe. Vous vous appelez comment, vous? Idriss. Comment? Idriss. Idriss. En fait, d'un côté, on est tous un petit peu harceleurs, même si on s'en rend pas compte. Même avec quelques petites moqueries par-ci par-là, on est tous harceleurs. Tous harceleurs en puissance? Peut-être pas en puissance, mais d'un petit côté. En général, quand on se moque de quelqu'un, on s'en rend compte. On fait pas ça de manière inconsciente. Non, c'est pas juste pour rigoler. Mais en fin de compte, la personne avec qui on harcèle, c'est ça. Vous vous rendez pas compte des souffrances que ça peut procurer chez l'autre? Exactement. Bonjour. Comment vous appelez? Bonjour, je m'appelle Lucas. Lucas. Lucas, vous avez été témoin, vous, ou de la situation... complice? Complice, un peu, mais témoin complice, oui. Mais acteur, jamais. Alors, témoin ou complice, qu'est-ce que vous avez vécu? Racontez-nous. Des fois, je voyais, des jours, je voyais des gens se faire harceler. Souvent dans mon collège, surtout. Je voyais des gens se faire harceler, que je revois dans le lycée, mais qui sont plus harcelés. Et voilà. Qui ont dû partir? Non, justement, en fait, j'ai une personne, je l'ai voyée dans mon collège avant. Elle se fait tous les jours harceler. Et là, je la revois dans mon lycée, mais c'est plus le même, quoi. C'était quoi le harcèlement dont il était victime? Des coups. Des coups, des insultes. Des insultes sur quoi? Sur lui, sur sa personnalité, son physique. Est-ce que c'était quelqu'un de différent des autres? Ouais, différent pas vraiment, mais c'est surtout une tête à un télo, voilà quoi. Ah, une tête à un télo. Ouais, je sais pas comment vraiment bien expliquer, mais... Une tête de premier de la classe? Un peu, voilà. Ouais. Il se faisait vraiment passer pour quelqu'un. Donc vous, ça vous est arrivé d'être témoin de tout ça ou de participer? Non, d'être témoin. Et quand vous avez été témoin, vous avez tenté de dissuader vos copains, de leur dire c'est pas bien de faire ça, ou ça vous a fait rire? Ça m'a pas fait rire, mais j'ai pas non plus réagi parce que je pouvais, mais je l'ai pas fait. Pourquoi vous l'avez pas fait? Parce que j'étais un ado, je suis toujours un ado, mais... Mais vous avez eu peur de... C'est pas peur des représailles, c'est plutôt peur de... De pas être populaire? Pas être populaire, mais être mal vu plutôt. C'est ça, donc ça revient au même. Voilà. Ouais. C'était pour préserver, souvent, ça se passe comme ça, c'est-à-dire qu'on ne réagit pas par peur de ne pas se faire d'ennemis. C'est ça, Qu'est-ce que vous en pensez de cette attitude? Vous êtes fier d'avoir été comme ça? Pas fier, non, je suis pas fier de ne pas avoir réagi. Mais... Aujourd'hui, si ça se reproduisait, qu'est-ce que vous feriez? Je réagirais. J'en parlerais à harceler, puis voilà. Vous en parleriez à vos copains, en disant que c'est pas forcément très glorieux? Pas forcément à tout le monde, mais au moins à harceler déjà. Alors, Madame Correa, bonjour. Vous êtes professeur d'éco-gestion dans cet établissement et donc votre lycée est particulièrement impliqué dans la lutte anti-harcèlement. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir les armes nécessaires pour lutter contre le harcèlement?
Alors, avec tout ce que j'ai... Bonjour. Donc, avec tout ce que j'ai entendu, oui, je pense qu'on a déployé des moyens. J'ai entendu la difficulté qu'on peut avoir, nous, en tant qu'enseignants, et vous l'avez très bien montré tout à l'heure, c'est lorsqu'un élève ne parle pas. Il est difficile pour nous de déceler les signes de harcèlement. Donc, quand par exemple vous observez que du jour au lendemain un élève a de mauvais résultats scolaires, est-ce qu'il vous arrive de vous en inquiéter, de vous alerter, de voir si quelque chose a changé dans son environnement? Alors je vais vous parler de ce qui se fait dans notre établissement. Donc nous, j'interviens sur des classes de seconde. Donc dès le début d'année, on mène des entretiens de situation. C'est-à-dire qu'on reçoit les élèves avant d'entamer les cours, les élèves individuellement, pour faire un bilan sur ce qu'ils ont vécu au collège, pourquoi ils sont arrivés au lycée. Donc cet entretien, ça nous permet déjà de faire connaissance. Et je voulais dire que, en tant qu'enseignant, on sait qu'on est responsable, on sait qu'on a une responsabilité. Tout à l'heure, on a entendu le mot confiance. Donc c'est dans cet état d'esprit-là qu'on a décidé de faire les entretiens. On a aussi parlé de renforcer l'identité. Donc, en ce qui nous concerne, on a fait des projets. C'est les entretiens de début d'année, mais est-ce qu'il vous est arrivé de recevoir des élèves en situation de harcèlement et de les aider et de trouver les moyens de les aider? Oui. On a un protocole. Alors, on n'est pas seul. Ce qui est important pour l'enseignant, c'est de savoir qu'il n'est pas seul. Parce que c'est vrai, on est formé pour une discipline. Lors de notre parcours, on reçoit d'autres formations. Mais pour ces cas-là particuliers, on peut se sentir parfois démuni. On a l'impression que vous appliquez ce que Madame la Ministre a mis en œuvre. Alors, on va dire qu'on a été précurseurs. Effectivement, on est précurseurs parce que je peux vous parler des nombreux projets qu'on a menés et effectivement, je pense qu'on a entendu parler de notre établissement et on est précurseurs parce que nos élèves sont acteurs. On peut les applaudir alors. Bravo les précurseurs. Les ambassadeurs, ce sont nos élèves. Alors, on va donner la parole aux élèves, puis on préparait des questions pour Madame la Ministre. Oh là là, et alors du coup, on a mis sa cravate quand même, parce qu'on s'adresse à Madame la Ministre des questions. Vous appelez comment? Allez-y. Bonjour. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour Madame la Ministre. Tout d'abord, j'aurais une question à vous poser, c'est quelles sont les mesures mises en place par l'Éducation nationale pour que l'harceleur arrête de réagir comme ça envers la victime? Alors, tout à l'heure, on a entendu que ce qui faisait le plus mal, c'est cette idée que le harceleur ne soit jamais sanctionné. Donc, la première des mesures, c'est de faire en sorte que le harceleur soit sanctionné. Alors, il faut s'entendre sur la notion de sanction, parce qu'on est à l'école. Donc déjà, évidemment, en fonction de la gravité des actes commis par le harceleur, la sanction ne va pas être la même. Mais il faut une sanction. Symboliquement, c'est très important que le harceleur comprenne qu'il a franchi la ligne rouge. Cette sanction, elle doit être accompagnée d'une action éducative. C'est ce que je disais tout à l'heure, un accompagnement de moyen long terme. C'est-à-dire qu'on vérifie 3 mois après, 6 mois après, si le harceleur a vraiment compris la leçon. Et donc, quelle forme ça peut prendre? Ça peut prendre, si c'est très très léger, à minima, lui imposer de présenter des excuses à la victime, par exemple. Quand c'est un peu plus grave, ça peut être une sanction disciplinaire qui peut aller, y compris jusqu'à l'exclusion. Même si je disais tout à l'heure, on a vu ça dans le passé parfois, exclure un harceleur mais sans qu'il y ait de travail éducatif à côté, ça n'a pas grand sens. Parce que le harceleur, à la limite, s'enferme même plus dans une espèce d'identité de leader négatif. Et quand il revient auprès de ses camarades, il a même plus d'impact et de poids. Donc il faut faire attention à ça. C'est pour ça que ce qui compte tout autant que la sanction, c'est vraiment l'accompagnement éducatif. Et Madame la professeure d'éco-gestion, vous avez dit quelque chose de très juste, si je peux me permettre. Vous avez dit, oui, nous, les enseignants, on se sent responsables de tout cela et on a envie d'y prendre notre part. Mais n'oubliez pas qu'on est d'abord des enseignants d'une discipline, etc., que c'est quand même l'essentiel de notre professionnalité. Et donc, lutter contre le harcèlement, ce doit être, au sein des établissements scolaires, un travail d'équipe, avec un rôle important du chef d'établissement, des personnels médico-sociaux, du CPE quand on est en collège. C'est très important de comprendre que ce n'est pas à l'enseignant tout seul de résoudre le problème, il ne pourra pas le faire. Et donc, il ne faut pas lui demander ça non plus. Mais de déceler, de détecter, puis ensuite de passer le dossier au chef d'établissement qui le gère. Une autre question? Bonjour. Bonjour. Vous appelez comment? Zinedine Benahouda. Et je voudrais savoir quels sont les effets que vous attendez auprès des campagnes médiatiques comme ce jour. D'abord, c'est
C'est la première fois qu'il y a une journée nationale consacrée au harcèlement. Ça peut avoir l'air de rien, mais moi je trouve que c'est très important. En fait, ce qui m'a donné cette idée, je vais vous dire, d'ailleurs, j'allais dire la sensibilité que j'ai développée à l'encontre du harcèlement, elle me vient de mes précédentes fonctions quand j'étais ministre des Droits des Femmes et que je me suis beaucoup occupée notamment de violences faites aux femmes. Et ça va vous paraître étrange peut-être, mais je trouve de très nombreuses similitudes entre les violences faites aux femmes et le harcèlement scolaire. Pourquoi? Parce que dans les deux situations, on se retrouve avec un auteur, une victime, une espèce de renversement des choses qui fait que la victime se sent coupable des coups qu'elle reçoit. Ça paraît incroyable quand on regarde ça à froid de l'extérieur, mais c'est la réalité vécue par les personnes. On voit ça dans le harcèlement aussi. La solitude, l'isolement, la honte, le fait de ne pas vouloir en parler, etc. Le fait même quand on en parle, regardez les femmes victimes de violences. Elles sont si nombreuses à vous raconter que, allant déposer plainte dans un commissariat, elles ont eu affaire à quelqu'un qui ne les comprenait pas, qui avait minimisé leur violence, etc. Donc on retrouve vraiment des mécanismes similaires dans les deux situations et je crois que c'est ça qui a fait que j'ai développé cette sensibilité. Or, s'agissant des violences faites aux femmes, ce qui a vraiment beaucoup fait progresser ce sujet en France, c'est d'avoir commencé à en parler très fort, à avoir créé une journée nationale le 25 novembre consacrée à cette lutte, à avoir créé un numéro vert, etc. Alors pour le harcèlement, j'ai voulu faire la même chose. Et donc une journée nationale pour que tout le monde en parle, que chacun se sente concerné, que les parents se disent « Tiens, je vais vérifier ce soir au moment de dîner avec mes enfants si par hasard ils n'ont pas des trucs à me raconter sur ce qui se passe dans leur classe, que ça les concerne ou que ça concerne un camarade. Puis si ça concerne un camarade, je vais peut-être appeler le parent de ce camarade parce que ça peut être utile. » Donc une journée pour que tout le monde en parle, un numéro vert, le 30-20, c'est très merci. C'est très important de le redire parce qu'au bout du fil, et je vous le dis à vous, au bout du fil, vous n'avez pas seulement quelqu'un pour vous écouter, vous avez quelqu'un pour agir. Au bout du fil, il y a des référents harcèlement, 250 sur toute la France, qui sont là pour traiter votre situation une fois que vous leur avez donné vos coordonnées, etc. Donc, interpeller les bonnes personnes, faire la prise en charge, etc. Voilà, pourquoi cette journée? Donc, pour que tout le monde se réveille, se dise si je suis témoin, il faut que je réagisse et prenne des dispositions pour que ça s'arrête le plus vite possible pour les petits jeunes en question. Marie, est-ce que vous avez eu des messages des personnes qui vous ont harcelé? Elles se sont excusées? Automatiquement, quand je m'expose comme ça et en parlant du harcèlement de façon aussi exponentielle, j'ai eu l'occasion par la suite de recevoir des petits mails des filles en question qui m'avaient harcelée, voilà. Ce qui m'a bien fait rire. Des petits mails qui disaient quoi? Des petits mails d'excuses? Alors pas du tout des mails d'excuses. Dans la vidéo, je n'ai cité aucun nom. Donc, encore des insultes? Pas du tout. En fait, elles m'ont tout simplement envoyé un mail en me disant « écoute Marie, j'ai vu ta vidéo, je ne comprends pas. Moi, quand j'ai fait ça, c'était des jeux d'enfants, des moqueries, des brimades comme tout le monde en fait. Je pense que tu dramatises trop la chose. Tu n'avais pas à en parler comme ça et à nous faire passer pour des mégères. » Moi, la seule chose que je lui ai répondu, c'est si tu m'as envoyé un mail, c'est que tu t'es senti visée, donc que tu automatiquement as fait quelque chose à mon encontre. Et c'est la seule chose, je n'ai plus jamais reçu de réponse après. Ce que j'en ai tiré, c'est que le harceleur ne se rend même pas compte de ce qu'il fait. C'est que pour lui, c'est tellement rigolo de se moquer de la petite au fond de la classe et on est tellement nombreux à le faire. Qu'est-ce qu'on rigole? Mais on ne se rend pas compte que la fille au fond de la classe, le soir, elle rentre chez elle et elle n'en peut plus, quoi. J'imagine qu'il en tire une puissance. Bien sûr. Hein, ça doit être assez jouissif quelque part. Ah non, en fait, c'est peut-être des personnes qui ont des choses à régler aussi avec eux-mêmes. C'est pas tant que ça. Là, on parle des violences collectives, hein, donc c'est très différent si on parlait des harceleurs individuels. Et là, c'est effectivement pertinent de comparer avec des agresseurs adultes, de femmes notamment, etc. Là, on parle d'agression collective et donc effectivement, il ne se rend pas compte. En fait, si on zoome sur les profils, on va se rendre compte que c'est beaucoup d'ados ordinaires qui n'ont pas de pathologie particulière. Et puis, une certaine proportion d'entre eux, on va se rendre compte que c'est des individus passifs, dépendants, qui ont beaucoup de mal à prendre des initiatives et qui ont une très mauvaise estime d'eux-mêmes. Et du coup, le harcèlement, c'est une manière de se donner un peu plus de valeur et d'exister socialement. Mais il ne se rend pas compte, effectivement. Et donc, je termine quand même sur cette question de jouissance. Là, ce sera plus dans les cas de violence individuelle. Alors, c'est compliqué de parler de personnalité à l'adolescence puisque la personnalité est en mouvement.
on va avoir des aménagements de personnalité qu'on va abandonner après, mais il peut y avoir déjà des jeunes qui vont avoir eu un parcours un petit peu compliqué, des rejets, des abandons, des blessures, des carences affectives importantes, et qui vont développer des aménagements pervers, paranoïaques, psychopathiques. Et là, effectivement, et c'est là où ça va être très inquiétant, parce que ce sont ce type de profils qui vont peut-être être au début de leur parcours dans la délinquance. Alors, on va revenir à l'histoire d'Ophélie. Comme la fille de Virginie, vous avez connu l'hospitalisation alors que vous étiez en terminale. Malgré tout, vous avez eu votre bac et aujourd'hui, vous êtes en BTS photographie. Oui, en BTS photographie, oui. Comment ça se passe? Vous prenez du plaisir à aller en cours? Disons qu'à la base, c'est une démarche personnelle de retourner en cours. J'avais envie de prendre ma revanche un peu avec l'école. Et donc j'ai choisi la photographie parce que c'est un domaine qui m'intéresse particulièrement. Et oui, même si l'année dernière, parce que là je suis en deuxième année de BTS, a été un peu compliquée au démarrage, je prends du plaisir à aller à l'école. Vous en voulez à l'école? J'en veux à l'école, pas toute l'école, uniquement celle, particulièrement la direction qui n'a pas su réagir au moment où j'ai été harcelée dans l'école. Et d'ailleurs, j'aimerais à ce sujet poser une question à Madame la Ministre. Est-ce que le fait que la direction, en tout cas pour mon cas, n'ait pas réagi, peut traduire une peur des élèves? Est-ce que s'ils réagissent pas... Est-ce que les professeurs auraient peur des représailles que pourraient exercer des élèves à leur encontre? Oui, c'est grave quand même. Alors si le professeur je sais pas où est la limite. Je sais pas où est la limite parce que il peut y avoir une peur de mal savoir faire et donc du coup on fait pas. Après je veux dire, c'est humain. Dans l'éducation nationale, il y a des humains comme partout ailleurs, donc il y a des faiblesses, parfois il y a des erreurs qui sont commises, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. La meilleure réponse à apporter à ça, c'est de former les gens pour qu'ils sachent qu'il y a un protocole, ça veut dire de façon systématique et automatique, dès lors qu'on vous a saisi de tel cas, de telle situation, vous devez en alerter telle personne. Donc il y a une procédure qui est inscrite et qui fera qu'à l'avenir, ce type de choses ne puisse plus se passer, c'est-à-dire pas de réponse à votre alerte. Mais voilà, je ne crois pas qu'on puisse dire que ce soit les enseignants qui aient peur des représailles d'un élève. Non. Alors, vous avez écrit un livre, vous, dans lequel vous revenez sur ces années noires. Et aujourd'hui, on sent que vous êtes résolument tourné vers les autres. Vous êtes même bénévole à la Croix-Rouge française. Vous avez 19 ans, vous voulez faire quel métier plus tard? Alors, je m'orienterai particulièrement vers le métier d'éducatrice spécialisée. Donc, pour aider les enfants qui sont particulièrement en difficulté, après pas spécialement vers le harcèlement scolaire, voilà. Mais quand même venir en aide. Voilà, dans une démarche assez altruiste. Et vous, Marie, vous avez écrit un livre aussi? Oui. J'ai aussi écrit un livre qui retrace un petit peu ma scolarité, ma vie, et dans lequel j'ai écrit un chapitre qui s'appelle NA, justement en rapport avec le hashtag qui a été créé par l'Éducation nationale non au harcèlement, que j'ai voulu reprendre, dans lequel je parle de mon harcèlement d'une manière un peu détournée, parce que c'est toujours un peu difficile, je pense, d'en parler d'une manière assez claire. Et comme le disait Ophélie, qui va se lancer justement dans l'aide aux jeunes adolescents, et je pense que quand on a été victime de harcèlement comme moi, ou même de violences plus jeunes, on se dit qu'ensuite on a envie d'aider les autres. Toi, tu le fais à ta manière et moi à la mienne, justement en faisant des vidéos et en essayant de dire à toutes ces jeunes filles et jeunes garçons, même si aujourd'hui c'est plutôt féminin, d'en parler et d'aider tout le monde, quoi. Bien sûr. Nous allons poursuivre cette discussion autour du harcèlement scolaire dans l'histoire continue. Gaëlle, Gilles, Valérie et Eva, vous avez énormément touché l'année dernière. Tous les quatre s'étaient rencontrés sur le plateau de Toute une histoire. Et vous allez voir que leur combat contre le harcèlement scolaire se poursuit. On les retrouve dans quelques minutes. Merci à tous d'être venus témoigner sur notre plateau. Merci à Madame la Ministre et à l'action et à cette journée consacrée au harcèlement scolaire. Ophélie, c'est vous que les téléspectateurs pourront retrouver sur le chat dès la fin de l'émission. Merci à Samuel. Et on va se quitter sur les images du dernier spot de prévention du gouvernement. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'être venue nous voir sur le plateau de Toute une histoire. Bonjour les frères. Alors, vous les cahiers, s'il vous plaît. Premier problème, vous écoutez, vous recopiez la phrase. Sylvain
a acheté 35 livres dans sa bibliothèque. Léa, elle en a 40. Combien Léa a suivi de plus que Sylvain? 5. Oui, bien, 5. Ensuite. Rien. Minus. T'es nul. Crétin, va. C'est même pas lire. Débile. T'es la honte de la classe. Baptiste. Baptiste, t'es avec nous? Baptiste, il faut qu'on en parle. Ça doit s'arrêter. Je peux t'aider. Non au harcèlement. Appelez le 30-20. Dans notre prochaine émission, nos invités ne vont pas se contenter de parler, ils vont se prêter à des expériences. Je vais vous demander d'en choisir un seul pour vous deux. Et si vous expérimentiez quelque chose d'un peu différent? J'ai choisi un cœur en pierre parce que c'est le symbole de l'amour. Ils rencontrent des difficultés, sont même allés parfois jusqu'à se séparer. Des conflits qui paraissent anodins ont pris des proportions assez énormes. On s'est séparés une première fois et puis... Combien de temps vous êtes séparés? 6 mois. 6 mois. Et pour recoller les pots cassés, ils se sont lancés dans une thérapie de couple. C'est un peu comme un sas tous les mois où on sait qu'on va pouvoir mettre les choses à plat, dire ce qui va pas dans un cadre bienveillant et sécurisant. Mais est-ce la solution miracle? C'est incroyable. Bah tout à fait. C'est la question que nous nous poserons tout au long de notre prochaine émission.